Ce jour-là, en vidant la cave de ma mère décédée, j'ai trouvé une boîte en fer cachée derrière les vieilles bouteilles de vin. À l'intérieur, des lettres. Des lettres que mon père avait écrites à ma mère juste avant sa mort. Dans la dernière, datée de 2 jours avant l'accident, il écrivait « Si quelque chose m'arrive, sache que ce n'est pas un accident. Bernard sait tout. Il me l'a dit hier soir. » Bernard, mon oncle, le frère de ma mère, celui qui m'avait élevé après la mort de papa. Je m'appelle Thomas, j'ai 43 ans, je vis à Lyon, je suis comptable dans une PME, divorcé, 2 enfants que je vois un week-end sur 2. Une vie ordinaire, quoi. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce mardi de novembre où j'ai décidé de m'attaquer à la cave de ma mère. Maman était morte 3 mois plus tôt. Un AVC, rapide, presque sans souffrance. À 68 ans, elle était encore jeune. Mais bon, c'est la vie. Ou plutôt, c'est la mort. J'avais repoussé le moment de trier ses affaires. Vous savez ce que c'est. On n'a jamais envie de fouiller dans les souvenirs d'un mort. Mais l'appartement devait être vidé. Le bail résiliait fin décembre, et mon frère Julien, installé à Montpellier avec sa petite famille parfaite, n'allait certainement pas lever le petit doigt pour m'aider. La cave sentait le moisi et le vin tourné. Des cartons empilés depuis des décennies, des vieux meubles, des skis que personne n'avait utilisés depuis les années 90. Maman gardait tout, absolument tout. C'était étouffant, cette manie de thésauriser le passé. J'étais en train de trier des vieilles fringues quand j'ai remarqué, tout au fond, derrière une étagère métallique couverte de bouteilles poussiéreuses, un espace vide. Curieux, j'ai déplacé l'étagère, putain qu'elle était lourde, et j'ai découvert une boîte en fer. Pas très grande, genre boîte à biscuits des années 70, fermée avec du scotch jauni. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Pourquoi cacher une boîte? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans que ma mère ne voulait pas qu'on trouve? J'ai arraché le scotch. À l'intérieur, des lettres, une trentaine peut-être, toutes écrites de la main de mon père. Je reconnaissais son écriture penchée, un peu tremblante. Mon père, Marcel, mort quand j'avais 22 ans, il y a exactement 21 ans maintenant. Un accident de voiture sur la route de Grenoble, un soir de décembre. Contrôle de la voiture qui dérape sur une plaque de verglas, percussion contre un platane. Mort sur le coup, avait dit la gendarmerie. Je me suis assis par terre, le dos contre le mur froid de la cave, et j'ai commencé à lire. Les premières lettres dataient de l'année de leur mariage, en 1975. Des mots d'amour, assez convenus, un peu maladroits. Papa n'avait jamais été très doué pour exprimer ses sentiments. Puis des lettres écrites pendant les vacances, quand il partait en déplacement professionnel. Mon père était représentant commercial. Il vendait des pièces détachées pour machines agricoles. Il voyageait souvent. J'ai continué. Les lettres devenaient plus espacées dans le temps. Certaines dataient de plusieurs années après les précédentes. Je suis arrivé aux dernières, celle de 2003, l'année de sa mort. Et là, tout a basculé. La lettre du 10 décembre 2003, 2 jours avant l'accident. Ma chérie, je sais que tu ne comprendras pas ce que je vais te dire, mais il faut que tu saches. Bernard m'a convoqué hier soir au café. Il était furieux. Il sait tout. Il sait pour Marseille, il sait pour l'argent. Il m'a dit que si je ne remboursais pas les 50 000 € avant la fin du mois, il irait tout raconter à la police. Je lui ai répondu que c'était impossible, que je n'avais pas cet argent. Il m'a regardé avec une telle haine, Claire, une telle haine. Il m'a dit, si tu ne paies pas, tu vas le regretter. Et je te jure que tu vas le regretter très vite. Je ne sais plus quoi faire. J'ai peur. Pas pour moi, mais pour vous. Pour toi, pour les garçons. Si quelque chose m'arrive, sache que ce n'est pas un accident. Bernard sait tout. Il me l'a dit hier soir. Je t'aime. Pardonne-moi pour tout. Marcel. J'ai relu la lettre 3 fois, 4 fois. Mes mains tremblaient. Mon cerveau refusait de comprendre ce que je venais de lire. Bernard. Mon oncle Bernard. Le frère de ma mère.
Celui qui était venu à l'enterrement, effondré, qui m'avait serré dans ses bras en me disant qu'il serait toujours là pour nous. Celui qui m'avait aidé financièrement pendant mes études. Celui qui avait été une sorte de deuxième père pour Julien et moi après la mort de papa. Bernard savait. Bernard avait menacé mon père. Et 2 jours après cette lettre, mon père était mort. Je suis remonté de la cave comme un automate. J'ai relu la lettre dans la voiture, garée devant l'immeuble de ma mère. Il pleuvait, une pluie fine, froide, typique de novembre à Lyon. 50 000 €, Marseille. De quoi parlait mon père? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et surtout, est-ce que Bernard l'avait tué? Je suis rentré chez moi, j'ai posé la boîte sur la table de la cuisine et j'ai commencé à chercher dans les autres lettres. Il devait y avoir des indices, des explications. J'ai trouvé une lettre plus ancienne, datée de mai 2003. Mon père écrivait « Le projet de Marseille avance bien. J'ai réussi à convaincre 3 investisseurs. On devrait récupérer le double de la mise initiale d'ici fin d'année. Bernard ne sait rien, et c'est mieux comme ça. Il désapprouverait, tu le connais. Mais cette fois, je le sens, c'est la bonne. On va enfin pouvoir rembourser nos dettes et peut-être même acheter cette maison à Annecy dont tu rêves. Un projet, un investissement. Mon père avait toujours eu la bougeotte financièrement, toujours à la recherche du bon coup, de l'opportunité qui allait nous sortir de la classe moyenne. Ma mère, elle, était plus prudente. Comptable de formation, elle gérait les finances familiales avec rigueur. Mais papa, c'était différent. Il rêvait grand. Apparemment, il avait investi dans quelque chose à Marseille, sans en parler à Bernard. Et ça avait mal tourné. Une autre lettre, juillet 2003. L'affaire de Marseille tourne au cauchemar. Les types qui devaient nous racheter les parts se sont barrés. L'avocat dit qu'on s'est fait avoir, que c'était une arnaque dès le départ. J'ai perdu tout l'argent. Les 50 000 €. Claire, je ne sais pas comment te le dire. C'était l'argent de Bernard. L'argent qu'il m'avait prêté pour le garage de Julien. Je lui avais promis de le rembourser en septembre. Comment je vais faire? Je n'ose même pas y penser. Mon sang s'est glacé. L'argent de Bernard. Mon père avait emprunté 50 000 € à son beau-frère, officiellement pour aider Julien à ouvrir son garage. Mais il avait utilisé cet argent pour investir dans un projet foireux à Marseille. Et il avait tout perdu. Merde. Putain de merde. Tout se mettait en place. Bernard avait découvert la vérité. Il avait exigé son argent. Mon père ne pouvait pas payer. Et puis, l'accident. Sauf que ça n'était peut-être pas un accident. J'ai appelé Julien. Il était 22 heures. Il a décroché d'une voix ensommeillée. « Quoi, Thomas? Je dormais. Il faut qu'on parle. De papa. »« Papa? Ça va pas, non? Il est mort il y a 20 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'on en dise? » J'ai trouvé des lettres. Dans la cave de maman. Silence. Quel genre de lettres? Des lettres de papa à maman. Julien, je crois que papa n'est pas mort dans un accident. Je crois que Bernard l'a tué. Un long silence, puis... T'es devenu fou, quoi? Bernard? Notre oncle Bernard? Je sais ce que je dis. Écoute, papa avait emprunté 50 000 € à Bernard, soi-disant pour ton garage. Mais il a utilisé l'argent pour un investissement pourri à Marseille. Il a tout perdu. Bernard l'a découvert, il l'a menacé. Et 2 jours après, papa était mort. Putain, Thomas, t'entends ce que tu racontes? T'accuses Bernard de meurtre sur la base de quoi? De vieilles lettres? Je sais ce que j'ai lu. Écoute, t'es fatigué, le tri de la part de maman, tout ça, je comprends. Mais faut pas déconner. Papa est mort dans un accident. La gendarmerie a fait une enquête. C'était un accident. Ou c'est ce qu'on nous a fait croire? Thomas, arrête, sérieusement, t'es en train de péter un câble. Il a raccroché. Je suis resté assis dans ma cuisine, la boîte en fer devant moi, les lettres éparpillées sur la table. La pluie continuait de tomber dehors. J'entendais le bruit des gouttes contre la fenêtre. Qu'est-ce que je devais faire? Aller voir la police? Avec quoi? Des lettres vieilles de 20 ans? Aucune preuve concrète, juste des soupçons, des sous-entendus. Mais dans mon ventre, je le savais, je le sentais.
Bernard avait quelque chose à voir avec la mort de mon père. Le lendemain, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Puis j'ai pris ma voiture et je suis parti pour Annecy. C'est là que vivait Bernard depuis sa retraite. Une petite maison au bord du lac, vue sur les montagnes. Il avait bien réussi sa vie, Bernard. Gérant d'une entreprise de BTP, il avait vendu sa boîte à prix d'or juste avant la crise de 2008. Malin. Toujours malin, Bernard. J'ai roulé sans musique, juste le bruit du moteur et mes pensées qui tournaient en boucle. Qu'est-ce que j'allais lui dire? « Salut Bernard, alors comme ça, t'as tué mon père ?» Ridicule. Il était chez lui. Il jardinait. À 72 ans, il était encore en forme, le dos droit, les gestes précis. Quand il m'a vu arriver, il a souri. « Thomas, quelle surprise! Entre, entre, je vais nous faire un café. » On s'est installé dans sa véranda, vue imprenable sur le lac. Le soleil brillait, c'était presque ironique. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» J'ai posé la boîte en fer sur la table. J'ai trouvé ça, dans la cave de maman. Il a regardé la boîte. Son sourire s'est figé. Des vieilles lettres, j'imagine? Ouais, des lettres de papa. Ah, des lettres où il parle de toi, de Marseille, de 50 000 euros. Bernard n'a rien dit. Il a pris sa tasse de café, l'a portée à ses lèvres, a bu une gorgée, lentement. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Ce n'était pas une question. Oui. Il a soupiré, un long soupir fatigué. Ton père était un rêveur, Thomas. Un type bien, honnête, travailleur. Mais un rêveur. Il voulait toujours plus. Plus d'argent, plus de confort, une plus belle maison, une plus belle voiture. Il n'était jamais content de ce qu'il avait. Il t'avait emprunté de l'argent? 50 000 euros. Pour le garage de Julien, il m'avait dit. J'avais accepté. C'était mon neveu après tout. Et puis Marcel était mon beau-frère, on s'entendait bien. Mais il a utilisé l'argent pour autre chose. Un projet immobilier à Marseille, un coup fumeux avec des types louches. Il m'en avait vaguement parlé quelques mois avant, je lui avais dit de laisser tomber, que ça puait l'arnaque. Mais il n'a rien voulu savoir, il était sûr de son coup. Et il a tout perdu. Jusqu'au dernier centime. Tu l'as menacé. Bernard m'a regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il me rembourse. Oui, c'était mon argent, Thomas. Mon argent que j'avais mis de côté pendant des années. 50 000 euros, c'était pas rien à l'époque. Tu lui as dit que s'il ne payait pas, il allait le regretter. J'étais en colère, très en colère. Il m'avait menti. Il avait pris mon argent et il l'avait foutu en l'air dans une combine pourrie. Et 2 jours après, il était mort. Silence. Bernard a posé sa tasse. Ses mains tremblaient légèrement. Thomas, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Ah oui? Explique-moi alors. Le soir de l'accident, Marcel est venu me voir, ici même, dans cette maison. Il était désespéré, il pleurait, il m'a supplié de lui laisser du temps, de ne rien dire à Claire, de ne rien dire à la police. Il m'a promis qu'il allait tout faire pour me rembourser. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas, que j'avais besoin de cet argent, que j'allais en parler à ta mère, qu'on allait trouver une solution ensemble. Il est parti furieux. Il m'a dit que je détruisais sa famille, que Claire allait le quitter si elle apprenait la vérité. Et après, il a pris sa voiture. Il pleuvait, il a roulé trop vite. Il a perdu le contrôle dans un virage sur la route de Grenoble. Et il est mort. C'est ta version. Bernard a secoué la tête. Thomas, je comprends que tu sois bouleversé, mais je n'ai pas tué ton père. Il s'est tué tout seul. Peut-être qu'il était tellement désespéré qu'il n'a pas fait attention à la route. Peut-être qu'il a même voulu en finir, je ne sais pas. Mais je n'y suis pour rien. Tu mens. Je ne mens pas. Maman le savait, elle savait tout. C'est pour ça qu'elle a caché les lettres. Bernard a baissé les yeux. Claire était détruite. Quand on lui a annoncé la mort de Marcel, elle s'est effondrée. Et puis, quelques jours après l'enterrement, je suis venu la voir. Je lui ai dit la vérité. Pour l'argent, pour Marseille, pour notre dispute. Elle m'a regardé avec
avec une telle tristesse, Thomas. Elle m'a dit, « C'est toi qui l'as poussé à bout. C'est toi qui l'as tué. » Et puis elle m'a demandé de partir, de ne plus jamais reparler de cette histoire. Mais tu es revenu, tu as continué à faire partie de la famille. Quelques mois après, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi, que ce qui était arrivé, que rien ne ramènerait Marcel, qu'il fallait penser à vous, les enfants, qu'on devait continuer à vivre. Alors on a fait semblant, on a fait comme si de rien n'était. J'avais envie de vomir. 20 ans. 20 ans de mensonges. 20 ans à jouer la grande famille unie, alors que tout était pourri depuis le début. Et l'argent? Quoi, l'argent? Les 50 000 euros, tu les as récupérés? Bernard a eu un sourire amer. Non, je n'ai jamais récupéré un centime. J'ai laissé tomber. Ta mère avait déjà assez de problèmes comme ça. Je me suis levé. J'avais besoin d'air. Je suis sorti sur la terrasse. Le lac était d'un bleu profond. Les montagnes enneigées au loin. Magnifique. Écœurant. Bernard m'a rejoint. Thomas, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Ton père n'était pas un saint. Moi non plus. On a tous fait des erreurs. Mais je ne l'ai pas tué. Tu l'as poussé au suicide. Peut-être, oui, peut-être. Et je le porte depuis 20 ans. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je n'y pense pas tous les jours? Je l'ai regardé. Pour la première fois, j'ai vu un vieil homme fatigué. Plus l'oncle solide et rassurant de mon enfance. Juste un type qui avait fait des conneries et qui vivait avec. Qu'est-ce que tu vas faire? M'a-t-il demandé. Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire? Je suis rentré à Lyon le soir même. J'ai roulé dans un brouillard mental complet. Les mots de Bernard tournaient en boucle dans ma tête. Il s'est tué tout seul. Peut-être, ou peut-être pas. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé de continuer ma vie normalement. Le boulot, les enfants le week-end, les courses, la routine. Mais je n'arrivais pas à penser à autre chose. La nuit, je me réveillais en sursaut. L'image de mon père au volant, désespéré, fonçant dans ce platane. Accident ou suicide? Ou pire, meurtre déguisé? Parce que j'avais beau retourner la question dans tous les sens, quelque chose ne collait pas dans la version de Bernard. Trop lisse, trop propre. Mon père était peut-être un rêveur, mais ce n'était pas un lâche. Il ne se serait pas suicidé. Pas comme ça. Pas en nous abandonnant, Julien et moi. J'ai décidé de creuser. J'ai commencé par retrouver le rapport de gendarmerie. Ça m'a pris 3 semaines et plusieurs coups de fil, mais j'ai fini par mettre la main sur le dossier. Accident de la circulation, route de Grenoble, 12 décembre 2003, 22h30. Véhicule, Renault Laguna, immatriculé au nom de Marcel Bertrand. Cause probable, vitesse excessive, chaussée glissante, perte de contrôle dans le virage du col de Porte. Pas de traces de freinage. Alcoolémie, négative. Pas d'autopsie approfondie, juste le constat du décès. Pas de traces de freinage. Ce détail m'a frappé. Pourquoi mon père n'avait-il pas freiné? Même en roulant vite, même désespéré, le réflexe de freiner, c'est automatique, non? À moins qu'il n'ait pas pu. J'ai appelé la gendarmerie de Grenoble. J'ai parlé avec un jeune brigadier qui n'avait même pas 10 ans quand mon père était mort. Il a consulté les archives. Monsieur Bertrand, je vois dans le dossier que le véhicule a été expertisé sommairement le lendemain de l'accident. Rien de particulier n'a été noté, mais bon, vous savez, en 2003, les expertises étaient moins poussées qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il existe encore ce véhicule? Ou des photos détaillées? Attendez, je regarde. Non, le véhicule a été envoyé à la casse 3 semaines après l'accident. C'est la procédure standard quand il n'y a pas de suspicion de délit. Quant aux photos, on en a quelques-unes, mais c'est assez basique. Des clichés de la scène de l'accident, de la voiture écrasée contre l'arbre. Si vous voulez, je peux vous les envoyer par mail. J'ai donné mon adresse. Le soir même, j'ai reçu 6 photos en pièces jointes. Des images floues, prises avec un appareil photo numérique bas de gamme de l'époque. La Laguna était méconnaissable, l'avant complètement enfoncé. Le platane, massif, intact.
Et puis une photo de l'intérieur de la voiture. Le volant tordu, le tableau de bord explosé, le siège conducteur maculé de sang. J'ai agrandi l'image. Quelque chose a attiré mon attention. Sur le plancher côté conducteur, près des pédales, on distinguait des traces sombres. De l'huile peut-être, ou du liquide de frein. Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai envoyé les photos à un pote qui bosse dans un garage. Il m'a rappelé 2 heures plus tard. « Thomas, je veux pas te faire paniquer, mais si c'est bien du liquide de frein qu'on voit sur cette photo, ça pourrait expliquer pourquoi ton père n'a pas freiné. Perte de liquide, pédale qui s'enfonce dans le vide, pas de freinage possible. » Et ça peut arriver comme ça, une fuite de liquide de frein? Rarement, sauf si la dure était endommagée ou sectionnée. Sectionné. Le mot est resté suspendu entre nous. Tu veux dire volontairement? Je dis rien, moi. Je constate juste que c'est techniquement possible. Mais bon, sans expertise de la voiture, impossible de savoir. Et la voiture était à la casse depuis 20 ans. Chers auditeurs, vous imaginez ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Cette sensation de vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Pendant 20 ans, j'avais pleuré mon père, victime d'un accident tragique. Et là, d'un coup, je réalisais que c'était peut-être un meurtre. Un meurtre maquillé en accident. Et le principal suspect, c'était l'homme qui m'avait serré dans ses bras à l'enterrement. J'ai essayé de joindre Julien. Il ne répondait pas. J'ai laissé 3 messages. 4. Finalement, il m'a envoyé un SMS. « Arrête avec tes délires. Je veux pas en entendre parler. » Mon frère refusait d'affronter la vérité. Je le comprenais d'une certaine façon. C'était plus facile de croire à l'accident. Plus confortable. Mais moi, je ne pouvais plus faire semblant. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires criminelles. Maître Durand, un quinquagénaire chauve avec une voix de stentor. Je lui ai raconté toute l'histoire. Les lettres, les menaces de Bernard, le rapport de gendarmerie, la possible fuite de liquide de frein. Il m'a écouté en silence, en prenant des notes. Puis il a posé son stylo et m'a regardé avec une expression qui ne me disait rien qui vaille. « Monsieur Bertrand, je vais être franc avec vous. Sur le plan juridique, vous n'avez rien. 20 ans après les faits, sans la voiture, sans expertise technique, sans témoin, avec seulement des lettres qui n'accusent personne directement, aucun procureur ne rouvrira ce dossier. Mais les menaces, l'argent, la dispute, des éléments de contexte, pas des preuves. Votre oncle peut très bien soutenir qu'il a simplement réclamé son dû, qu'il s'est mis en colère, mais qu'il n'a rien fait de plus. Et puis, il y a la prescription. Le délai pour un homicide, même volontaire, est de 20 ans. On est pile dedans, au jour près. Donc il s'en sort comme ça, sans rien? Je ne dis pas que c'est juste, je dis que c'est la loi. Je suis sorti de son cabinet furieux. La justice, quelle blague. Mon père était peut-être mort assassiné et personne ne ferait rien. Le soir même, j'ai bu. Trop. Une bouteille de whisky que j'avais depuis des années au fond d'un placard. Je me suis saoulé méthodiquement, verre après verre, jusqu'à ne plus sentir cette rage qui me rongeait de l'intérieur. C'est Sandrine, mon ex-femme, qui m'a trouvé le lendemain matin. Elle était venue déposer les enfants plus tôt que prévu, parce qu'elle avait un empêchement. Elle m'a trouvé affalé sur le canapé, la bouteille vide à côté de moi. « Putain, Thomas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je lui ai tout raconté. Sandrine et moi, on ne s'était pas quittés en bons termes. Elle me reprochait d'être trop absent, trop dans ma tête, jamais vraiment présent. Mais on gardait une forme de respect mutuel. Elle m'a écouté sans m'interrompre. « Et tu comptes faire quoi maintenant ?» m'a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. « Je ne sais pas. »« Thomas, je vais te dire un truc et tu vas pas aimer. Mais même si c'est vrai, même si Bernard a trafiqué la voiture, même s'il a tué ton père, ça change quoi? Ton père est mort, ta mère aussi. Rouvrir tout ça, ça va détruire ce qu'il reste de ta famille. Julien ne te le pardonnera jamais. Tes enfants vont grandir avec cette histoire sordide. Pourquoi? Pour prouver que tu avais raison? Pour que justice soit faite. La justice? Quelle justice? Tu l'as dit toi-même, il y a prescription.
Au mieux, tu détruis la réputation d'un vieux de 72 ans qui vivra peut-être encore 10 ans. Et après, ton père ne reviendra pas. Donc je laisse tomber? Je fais comme si de rien n'était? Je dis juste que la vengeance, ça ne répare rien. Elle est partie avec les enfants. Je suis resté seul avec mes pensées. Les jours suivants, j'ai continué mes recherches. J'ai retrouvé des collègues de mon père, des gens qu'il fréquentait à l'époque. La plupart ne se souvenaient de rien de particulier. Marcel, un type sympa, toujours souriant, un peu rêveur. Personne n'avait entendu parler de l'affaire de Marseille. Personne ne savait pour les 50 000 euros. Et puis j'ai parlé avec Gérard. Gérard Morel, un ancien copain de mon père. Il se connaissait depuis le service militaire. Retraité, veuf, il vivait seul dans un petit pavillon de banlieue. Thomas, ça alors, ça fait combien? 15 ans qu'on s'est pas vu. Entre, entre. On a parlé de tout et de rien autour d'un café, et puis j'ai orienté la conversation sur mon père. Tu sais, Gérard, je suis en train de trier les affaires de maman, et je suis tombé sur des vieilles lettres. Des trucs qui datent de l'année où papa est mort. Ah oui? Ouais. Il parlait d'un projet à Marseille, un investissement. T'étais au courant? Gérard a eu un moment d'hésitation, puis il a hoché la tête. Marseille, ouais. Marcel m'en avait parlé. Il était tout excité, il disait que c'était l'affaire du siècle. Un projet immobilier, je crois. Il devait doubler sa mise. Et tu savais que ça avait foiré? Non, enfin, pas sur le coup. C'est après sa mort que j'ai compris. J'ai croisé un des types impliqués dans le projet, par hasard, à Lyon. Un certain Fabrice. Je me souviens plus de son nom de famille. Il m'a dit que Marcel avait effectivement perdu tout son investissement. Que c'était une arnaque, qu'ils s'étaient tous fait avoir. Bernard, le beau-frère de papa, il était au courant? Bernard? Je sais pas. Pourquoi? Parce que l'argent que papa avait investi, c'était l'argent de Bernard. Gérard a écarquillé les yeux. Merde, ça je savais pas. Gérard, je vais te poser une question, et j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu penses que papa aurait pu se suicider? Long silence. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'essaie de comprendre. L'accident, ça colle pas. Pas de freinage, rien. Et papa venait de se disputer avec Bernard. Gérard a baissé la tête. Thomas, je vais te dire un truc. Les dernières semaines avant sa mort, Marcel était bizarre. Tendu, nerveux. Il buvait plus que d'habitude. Une fois, on a déjeuné ensemble et il m'a dit « Gérard, j'ai merdé. J'ai vraiment merdé cette fois. » Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il n'a pas voulu en parler. Il a juste dit qu'il avait des problèmes d'argent. Tu penses qu'il aurait pu se foutre en l'air? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ton père aimait la vie, il vous aimait, toi et Julien. Mais quand on est au fond du trou, on fait parfois des conneries. Cette conversation m'a hanté pendant des jours. Et si Sandrine avait raison? Et si Bernard n'avait rien fait? Et si mon père avait simplement abandonné? Non, je refusais d'y croire. Mon père n'était pas comme ça. J'ai décidé de retourner voir Bernard, cette fois sans prévenir. Je voulais le prendre par surprise, le déstabiliser, le faire parler. Je suis arrivé à Annecy un jeudi matin. Il pleuvait, une pluie froide de fin mars. J'ai sonné chez Bernard. Pas de réponse. Sa voiture n'était pas là. J'ai attendu dans ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue. Il est rentré vers midi, les bras chargés de courses. Je l'ai suivi à l'intérieur. « Thomas, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on parle. Encore. » Il a soupiré, a posé ses sacs dans l'entrée. « Écoute, je t'ai dit tout ce que je savais. Je ne vois pas ce que... Tu mens. » « Quoi? Tu mens, Bernard. Tu me mens depuis le début. Depuis 20 ans. » « Je ne comprends pas. » « La voiture de papa. Le rapport de gendarmerie mentionne qu'il n'y a pas eu de freinage. Et sur les photos, on voit ce qui ressemble à du liquide de frein sur le plancher. Bernard est devenu très pâle. « Et alors? » « Alors, ça n'arrive pas tout seul, une fuite de liquide de frein. Sauf si quelqu'un a trafiqué la voiture. »« Thomas, tu délires complètement. » « Ah oui? Explique-moi alors comment mon père,
qui conduisait cette voiture tous les jours, se retrouve subitement sans frein le soir même où vous vous êtes disputés. C'est du hasard, un concours de circonstances tragiques. Je ne crois pas aux coïncidences. Bernard m'a regardé longuement. Puis il s'est assis sur le canapé, a passé une main sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Que je te dise que je l'ai tué? C'est ça que tu veux entendre? » « Je veux la vérité. La vérité, c'est que ton père est mort dans un accident. Point. Provoqué par toi. Non. Si. Thomas, même si c'était vrai, et je dis bien si, qu'est-ce que ça changerait? Tu vas aller voir les flics? Avec quoi? Des suppositions? Tu n'as aucune preuve. Aucune. La voiture n'existe plus. Le dossier est clos. Et même s'il ne l'était pas, la prescription est passée. Tu ne peux rien faire. Rien du tout. Il avait raison, et ça me rendait fou. Alors tu t'en sors comme ça, sans rien payer? Bernard a eu un rire amer. Sans rien payer? Tu crois que je n'ai rien payé? Thomas, j'ai payé tous les jours de ma vie depuis 20 ans. Chaque fois que je vous voyais, Julien et toi, chaque fois que je croisais le regard de ta mère, chaque fois que je me regardais dans un miroir. Tu crois que c'est facile de vivre avec ça? Avec quoi? Avec le fait d'avoir tué mon père? Silence. Puis Bernard a dit, d'une voix très basse, « Je n'ai pas tué ton père. Mais je l'ai poussé à bout, et ça revient peut-être au même. » Je suis sorti de chez Bernard dans un état second. Ces derniers mots résonnaient dans ma tête. Je l'ai poussé à bout. Était-ce un aveu déguisé, ou simplement l'expression d'une culpabilité justifiée? De retour à Lyon, j'ai pris une décision. J'allais enquêter sur l'affaire de Marseille, comprendre ce qui s'était vraiment passé, retrouver les gens impliqués. Peut-être que là, je trouverais des réponses. J'ai commencé par les lettres. Mon père mentionnait des noms. Fabrice, un certain Dupuis, une société appelée Méditerranée Investissement. J'ai passé des heures sur Internet à chercher des traces, des articles de presse, des registres de commerce. Et j'ai trouvé quelque chose. Un article du journal La Provence, daté d'octobre 2003. Escroquerie immobilière à Marseille, plusieurs investisseurs piégés. L'article parlait d'une arnaque montée par une société fictive qui promettait des rendements mirobolants sur des projets de rénovation d'immeubles dans le Vieux-Port. Une vingtaine de personnes s'étaient fait avoir pour un montant total de près d'1 million d'euros. Les escrocs avaient disparu dans la nature avec l'argent. L'article mentionnait le nom d'un des organisateurs présumés. Fabrice Morandini. Bingo. J'ai cherché ce Morandini. Il n'était pas difficile à trouver. Condamné en 2005 à 4 ans de prison pour escroquerie, il était sorti en 2008. Depuis, plus rien. Pas de condamnation, pas d'activité professionnelle déclarée. Un fantôme. J'ai fini par le localiser via les réseaux sociaux. Il vivait à Nice, dans un petit appartement près de la gare. J'ai pris un train un vendredi matin. Nice sentait le printemps et la mer. Ça m'a paru obscène, cette douceur, alors que j'avais la mort dans l'âme. J'ai trouvé l'immeuble de Morandini, un bâtiment délabré dans un quartier populaire. 5e étage sans ascenseur. J'ai sonné. Un homme d'une 50aine d'années m'a ouvert. Petit, bedonnant, le cheveu rare. Il portait un survêtement gris et des charentaises. « Oui? Fabrice Morandini? C'est pourquoi? Je m'appelle Thomas Bertrand. Mon père s'appelait Marcel Bertrand. Il a investi dans votre projet de Marseille en 2003. » Le visage de Morandini s'est fermé. « J'ai rien à vous dire. Cette affaire est réglée. J'ai purgé ma peine. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a rien à comprendre. C'était une arnaque. J'ai été con, j'ai fait de la tôle. Point. Mon père est mort 2 mois après avoir perdu son argent. 50 000 euros. Tout ce qu'il avait. » Morandini a hésité. Puis il a soupiré. « Entrez. » L'appartement était minuscule et encombré. Ça sentait le tabac froid et la solitude. On s'est assis dans un salon qui servait manifestement aussi de chambre. « Vous voulez un café? » ?»« Non, merci. » Morandini s'est allumé une cigarette. « Votre père, Marcel. Ouais, je m'en souviens. Un type sympa. Trop naïf, comme tous les autres.
Racontez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? On avait monté une belle arnaque avec mon associé Dupuis. On promettait des rendements de dingue sur des projets immobiliers qui n'existaient pas. On organisait des réunions, on montrait des plans, des photos, on faisait rêver les gens. Et ils signaient. Ils nous filaient leur fric. Et on se barrait avec. Et mon père? Il est venu à une réunion en mai 2003. Il avait l'air emballé. Il a investi 50 000 € cash. Je me rappelle, il nous a dit que c'était toutes ses économies, qu'il comptait sur nous. Ça m'avait fait chier d'ailleurs. J'aimais pas quand les gens mettaient vraiment tout. Mais bon, j'étais trop accro au fric pour m'arrêter. Et après? Après, en août, tout s'est effondré. Un des investisseurs, un avocat, a commencé à poser des questions. Il a creusé, il a compris que c'était du vent. Il a porté plainte. On a essayé de se tirer, Dupuis et moi, mais on s'est fait choper à la frontière espagnole. Prison, procès, condamnation. Et l'argent? Dilapidé. On avait tout claqué. Bagnole, restaurant, filles. Rien à rembourser. Je l'ai regardé, cet homme pathétique qui avait ruiné la vie de mon père. Vous savez qu'il est mort? Non, je savais pas. Comment? Accident de voiture, 2 mois après avoir perdu son argent chez vous. Morandini a tiré sur sa cigarette en silence. Je suis désolé. Désolé? C'est tout? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je regrette? Bien sûr que je regrette. J'ai ruiné des vies. J'ai passé 4 ans en tôle pour ça. Mais ça change rien. Votre père est mort, et c'est pas moi qui vais le ramener. Je me suis levé. J'avais envie de le frapper, de lui faire mal, de lui faire payer. Mais à quoi bon? Ce type était déjà une épave. En sortant de chez Morandini, je me suis assis sur un banc face à la mer. Le soleil se couchait. Le ciel était rose et orange. Des gens passaient, riaient, profitaient de la vie. Et moi, j'étais là, avec mon fardeau de questions sans réponse. Mon portable a sonné. Julien. Thomas, faut qu'on parle. Ah, tu daignes enfin me répondre? J'ai réfléchi à tout ce que tu m'as dit, sur papa, sur Bernard. Et je veux savoir. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé. On s'est donné rendez-vous le lendemain à Lyon. Julien est arrivé en fin de matinée, tendu, les traits tirés. On s'est installé dans un café près de la gare. J'ai parlé avec Nathalie, m'a-t-il dit. Nathalie, sa femme. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que j'étais con de fuir la vérité, que papa méritait qu'on sache. Elle a raison. Ouais, alors raconte-moi tout, depuis le début. Je lui ai tout dit. Les lettres, Bernard, Morandini, mes soupçons sur l'accident. Il m'a écouté sans m'interrompre, le visage grave. Putain, a-t-il fini par lâcher. Putain de merde. Ouais. Et tu penses vraiment que Bernard a trafiqué la voiture? Je ne sais pas, mais c'est possible. Techniquement, c'est possible. Mais on ne peut rien prouver. Non. Julien a commandé un autre café. Ses mains tremblaient légèrement. Thomas, j'ai un truc à te dire. Un truc que je n'ai jamais dit à personne. Quoi? Le jour de l'accident, papa m'avait appelé dans l'après-midi. J'étais au garage, je bossais sur une bagnole. Il avait l'air bizarre. Il m'a dit, « Julien, si quelque chose m'arrive, prends soin de ta mère et de ton frère. » Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça. Il a rigolé. Il a dit que c'était juste comme ça, au cas où. Et puis il a raccroché. Et tu ne m'en as jamais parlé? Non, parce que j'avais peur que ça veuille dire qu'il avait prévu de se suicider. Et je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas croire que papa nous avait abandonnés volontairement. Mais si ce n'était pas un suicide, si c'était un avertissement parce qu'il savait que Bernard le menaçait, on ne saura jamais, Thomas. On ne saura jamais. On est resté silencieux un long moment. Autour de nous, le café bruissait de conversations banales. Des gens normaux, avec des vies normales, qui ne portaient pas le poids d'un mort sur les épaules. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Julien. Je ne sais pas. On pourrait confronter Bernard, tous les deux, le forcer à parler.
Il ne parlera pas. Il a trop à perdre. Alors quoi? On laisse tomber? J'ai pensé aux mots de Sandrine. La vengeance ne répare rien. J'ai pensé à Morandini, cette épave humaine. J'ai pensé à mon père, à sa laguna écrasée contre un platane. Non, ai-je dit, on ne laisse pas tomber. Mais on ne cherche pas la vengeance non plus. C'est-à-dire, on cherche la vérité. Et quand on l'aura, on décidera quoi en faire. Les semaines suivantes, Julien et moi avons mené notre enquête. On a interrogé d'anciennes connaissances de Bernard, des gens qu'il fréquentait à l'époque. On a retrouvé son ancien associé dans la boîte de BTP, un certain Patrick. Retraité lui aussi, il vivait dans la Drôme. Patrick nous a reçus dans sa maison de campagne. Un type massif, la voix rocailleuse, le regard direct. Bernard Lacroix? Ouais. On a bossé ensemble pendant 15 ans. Un bon patron. Exigeant, mais juste. Vous étiez proches? A demandé Julien. Assez, oui. On se voyait en dehors du boulot des fois. Est-ce que vous vous souvenez de décembre 2003? Patrick a froncé les sourcils. 2003? Pourquoi? Notre père est mort à ce moment-là. Accident de voiture. Bernard était son beau-frère. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Bernard avait pris quelques jours après l'enterrement. Il était vraiment affecté. Est-ce que vous avez parlé d'une dispute avec notre père, à propos d'argent? Patrick a hésité. Écoutez, je ne sais pas si je devrais. S'il vous plaît, ai-je insisté. C'est important. Il a soupiré. Oui, Bernard m'en avait parlé. Il était furax. Il m'avait dit que votre père lui avait emprunté une grosse somme et qu'il l'avait perdue dans une combine foireuse. Il voulait récupérer son argent coûte que coûte. Il a dit comment? Non, mais il était vraiment remonté. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Et après l'accident? Après l'accident, il n'en a plus jamais reparlé. Jamais. Comme si le sujet était tabou. On est reparti avec cette confirmation. Bernard était bien furieux contre notre père. Assez pour... Quoi? Le tuer? Le soir même, Julien et moi sommes allés boire un verre dans un bistrot du centre de Lyon. On était lessivés, mentalement et physiquement. Tu sais ce qui me tue, a dit Julien, c'est qu'on ne saura jamais avec certitude. Même si Bernard avoue, on ne pourra jamais être sûr à 100%. Je sais. Et si on se trompe? Si papa s'est vraiment juste planté tout seul? Alors on n'aura pas assez des mois à chercher un coupable qui n'existe pas. Putain, Thomas, pourquoi t'as ouvert cette boîte? On était tranquille avant. Papa était mort, maman aussi. On avait fait notre deuil. Et là, tu remues toute cette merde. Tu m'en veux? Julien a bu une gorgée de bière. Non, je t'en veux pas. Parce que tu as raison. Papa mérite qu'on sache. Mais ça fait mal, bordel. Ça fait vraiment mal. On a trinqué en silence. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une femme, la voix tremblante. Monsieur Bertrand? Thomas Bertrand? Oui. Je m'appelle Véronique. Véronique Lacroix. Je suis la fille de Bernard. Je ne savais même pas que Bernard avait une fille. Il n'en avait jamais parlé. Bonjour. Il faut qu'on se voie. J'ai des choses à vous dire. Sur mon père. Sur votre père. On s'est donné rendez-vous le surlendemain dans un café d'Annecy. Véronique était une femme d'une 40aine d'années, brune, le visage marqué par la fatigue. Elle m'a serré la main avec une force surprenante. Merci d'être venu. Vous m'avez dit que vous aviez des choses à me dire. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Mon père est malade, un cancer. Il ne lui reste que quelques mois. Et il m'a donné ça. Il m'a dit de vous le remettre si vous continuez à poser des questions. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture de Bernard. Thomas, si tu lis ces lignes, c'est que tu n'as pas lâché l'affaire. Je te connais bien, tu tiens de ta mère. Têtu, obstiné, incapable de laisser tomber. Alors voilà, la vérité que tu cherches tant. Oui, j'ai trafiqué la voiture de ton père. J'ai sectionné la durite de frein. Je savais qu'il devait aller avec Grenoble ce soir-là pour voir un client.
Je savais qu'il prendrait la route de montagne. Je savais que sans frein, il n'avait aucune chance. J'ai fait parce que j'étais fou de rage, parce qu'il m'avait volé, parce que j'avais l'impression qu'il m'avait trahi, et parce que, dans ma tête dérangée de ce moment-là, c'était la seule solution. Je ne m'attendais pas à ce que ça me détruise autant. Je pensais que je m'en remettrais, que je continuerais ma vie. Mais non. Chaque jour depuis 20 ans, je vois le visage de Marcel. Chaque nuit, je fais le même cauchemar. Lui au volant, qui appuie sur la pédale de frein et comprend que rien ne se passe. La peur dans ses yeux. Le choc contre l'arbre. J'ai essayé de me racheter. J'ai aidé ta famille. J'ai été là pour vous. Mais rien n'efface ce que j'ai fait. Maintenant, tu sais. Fais-en ce que tu veux. De toute façon, quand tu liras cette lettre, je serai sûrement déjà mort. Bernard. J'ai relu la lettre 3 fois. Mes mains tremblaient tellement que les mots dansaient devant mes yeux. Véronique pleurait en face de moi. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Je suis tellement désolée pour ce qu'il a fait. » Je suis sorti de chez Bernard sans un mot. J'ai marché le long du lac, sous la pluie. Mes vêtements étaient trempés, mais je m'en foutais. Les paroles de Bernard résonnaient dans ma tête. Je les poussais à bout. Et ça revient peut-être au même. Un aveu, ou juste les regrets d'un homme rongé par la culpabilité. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi voulait le traîner devant un tribunal, le faire payer, obtenir justice. Mais une autre partie, plus rationnelle, savait que Sandrine et l'avocat avaient raison. Sans preuve concrète, je n'avais rien. Juste des soupçons et une rage impuissante. Je suis rentré à Lyon le soir même. En arrivant chez moi, j'ai trouvé Julien qui m'attendait devant ma porte. Mon frère. Ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas parlé correctement. « Il faut qu'on discute », m'a-t-il dit. On s'est installé dans mon salon. Julien avait l'air fatigué, les traits tirés. Il a commencé à parler sans me regarder. « Bernard m'a appelé. Il m'a raconté ta visite. Thomas, putain, qu'est-ce que tu fous ? Je cherche la vérité. » La vérité ? La vérité, c'est que papa est mort il y a 20 ans et que remuer tout ça ne sert à rien. Ça sert à savoir qui l'a tué. Personne ne l'a tué, c'était un accident. Tu y crois vraiment, Julien ? Ou c'est juste plus simple de le croire ? Mon frère s'est levé, énervé. Et toi, tu crois quoi ? Que Bernard a saboté la voiture de papa ? Sur quelle base ? Des lettres vieilles de 20 ans et une tache sur une photo floue ? J'ai parlé avec Gérard. Papa était désespéré les dernières semaines. Il avait perdu l'argent de Bernard. Il ne savait plus quoi faire. Et alors, ça prouve quoi ? Que Bernard avait un mobile. Un mobile, putain, Thomas, t'entends ce que tu dis ? T'es pas dans un film policier. Bernard, c'est notre oncle. Il nous a élevés. Il nous a aidés quand on en avait besoin. Tu vas détruire tout ça à cause de quoi ? D'une intuition ? Ce n'est pas une intuition, c'est une conviction. Julien a secoué la tête, exaspéré. Tu sais ce qui me fait le plus chier dans cette histoire ? C'est pas que tu accuses Bernard, c'est que tu te fiches complètement de ce que ça implique. Moi, j'ai une famille, des enfants, une vie stable. Et toi, tu veux tout foutre en l'air pour prouver quoi ? Que t'avais raison ? Pour que justice soit faite. La justice, y a pas de justice, Thomas. Y a juste nous, les vivants, qui essayons de continuer. Papa est mort, maman est morte, c'est fini. Laisse les morts enterrés. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que t'es obsédé ? Parce que t'as besoin d'un coupable pour te sentir mieux ? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que toute cette quête de vérité n'était qu'un moyen de canaliser ma propre douleur, mon propre échec. Ma vie était un désastre. Divorcé, seul, un boulot qui ne me plaisait pas, des enfants que je voyais trop peu. Accuser Bernard, c'était peut-être juste une façon de me trouver un ennemi extérieur plutôt que d'affronter mes propres démons. Julien, Non, écoute-moi jusqu'au bout. Si tu continues, si tu vas voir la police, si tu essaies de rouvrir cette affaire, je ne te parlerai plus. Plus jamais. T'entends ? Tu seras mort pour moi. Il est parti en claquant la porte. Je suis resté seul dans le silence de mon appartement. Pour la première fois depuis des semaines,
J'ai pleuré, vraiment pleuré. Pour mon père, pour ma mère, pour tout ce temps perdu, pour cette famille brisée. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'allais voir un dernier témoin, quelqu'un que j'avais évité jusqu'ici parce que je savais que ça serait douloureux. Nathalie, l'ancienne secrétaire de mon père. Nathalie travaillait avec papa depuis des années. Elle était à la retraite maintenant. Elle vivait dans un petit appartement du 7e arrondissement. Quand je l'ai appelée, elle a été surprise, mais contente de m'entendre. « Thomas, mon Dieu, ça fait si longtemps. Comment vas-tu » On a pris rendez-vous pour le lendemain. Elle m'a accueilli avec un grand sourire, m'a servi du thé et des gâteaux secs. On a parlé de tout et de rien pendant un moment, et puis j'ai abordé le sujet. « Nathalie, je voudrais te parler de papa, de l'année où il est mort. » Son sourire s'est figé. « Oh, pourquoi maintenant, Thomas ?» Parce que j'ai découvert des choses, des lettres, et je me pose des questions. Elle a hoché la tête lentement. « Des questions sur l'accident, c'est ça ?» Oui. Elle a soupiré. « Tu sais, j'ai toujours su que ce jour viendrait, que quelqu'un finirait par poser les bonnes questions. » Mon cœur s'est accéléré. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Thomas, ton père, les dernières semaines, il n'allait pas bien. Vraiment pas bien. Il était stressé, il buvait, il faisait des erreurs dans son travail. Un jour, il m'a même demandé de falsifier des notes de frais. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Il s'est énervé et puis il s'est excusé. Il m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent graves. Il t'a parlé de Marseille ? Non, mais il a reçu plusieurs coups de fil à cette période, des types qui réclamaient de l'argent. Et puis il y a eu cette visite. Quelle visite ? 2 jours avant l'accident, quelqu'un est venu au bureau. Un homme que je ne connaissais pas, grand, costaud, la cinquantaine. Il voulait voir Marcel. Ils se sont enfermés dans le bureau pendant 1 heure. J'entendais des éclats de voix. À la fin, l'homme est parti en claquant la porte. Marcel est ressorti blanc comme un linge. Tu te souviens de quoi il avait l'air, cet homme ? Comme je te dis, la cinquantaine, grand, des cheveux gris. Une allure, comment dire, autoritaire. Il portait un blouson en cuir. Bernard avait 51 ans à l'époque. Grand, des cheveux gris, autoritaire. Nathalie, est-ce que ça pourrait être Bernard, le beau-frère de papa ? Elle a réfléchi. Je ne sais pas, je n'avais jamais rencontré Bernard, mais c'est possible, oui. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Marcel est parti plus tôt. Il m'a dit qu'il avait des choses à régler. C'était un mercredi. Le vendredi, il était mort. Il ne t'a rien dit d'autre ? Nathalie a hésité. Si, avant de partir ce jour-là, il m'a regardé et il m'a dit « Nathalie, si quelque chose m'arrive, dis à Claire que je l'aime et que je suis désolé. » Je lui ai demandé pourquoi elle disait ça, mais il n'a pas répondu. Il est parti. Mon sang s'est glacé. Si quelque chose m'arrive, mon père savait. Il savait qu'il était en danger. Pourquoi tu n'as rien dit à l'époque, après l'accident ? J'ai essayé. J'ai appelé ta mère, je lui ai raconté, mais elle m'a dit de ne rien dire, que ça ne servirait à rien, que ça ne ramènerait pas Marcel. Elle m'a supplié de me taire. Ma mère savait, elle avait toujours su, et elle avait choisi le silence. Pourquoi ? Pourquoi elle a fait ça ? Je pense qu'elle voulait vous protéger, toi et Julien. Elle ne voulait pas que vous grandissiez avec l'idée que votre père avait peut-être été tué. Elle préférait que vous croyiez à un accident, ou peut-être qu'elle protégeait Bernard, son propre frère. Le sang contre la justice. Je suis rentré chez moi dans un état second. Tout se confirmait. Mon père avait été menacé. Bernard était venu le voir 2 jours avant sa mort. Mon père savait qu'il était en danger. Et puis, l'accident. Sauf que ce n'était pas un accident. J'avais enfin les pièces du puzzle. Mais qu'est-ce que j'allais en faire ? Les jours suivants, j'ai tourné en rond. Je ne dormais plus. Je ne mangeais presque plus. Au boulot, on a commencé à s'inquiéter. Mon chef m'a convoqué.
Thomas, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 semaines que t'es ailleurs. T'as des problèmes? Non, ça va. Non, ça va pas. T'as perdu du poids, t'as l'air crevé, tu fais des erreurs dans tes dossiers. Si t'as besoin d'un arrêt maladie, dis-le. Ça va aller. Mais ça n'allait pas. J'étais en train de m'effondrer. Et je ne savais plus comment m'arrêter. Un soir, j'ai pris ma voiture et je suis allé sur les lieux de l'accident. La route de Grenoble, le col de Porte, le virage où mon père était mort. Le platane était toujours là, massif, indifférent. 20 ans avaient passé, mais rien n'avait changé. Je suis resté là, debout sous la pluie, à imaginer cette nuit de décembre 2003. Mon père au volant, désespéré. Il appuie sur le frein, rien. La pédale s'enfonce dans le vide. La panique. Le virage qui arrive trop vite. Et puis le choc. La faim. Est-ce qu'il avait eu le temps de penser à nous, à maman, à Julien, à moi? Est-ce qu'il avait regretté ses choix? Ou est-ce que tout était allé trop vite? J'ai hurlé. Un cri de rage, de douleur, de frustration. Un cri qui ne servait à rien, qui ne changeait rien, mais que j'avais besoin de pousser. Puis je me suis effondré. À genoux dans la boue, au bord de la route, sous la pluie. Pathétique. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Sandrine avait raison. Julien avait raison. La vengeance ne me rendrait pas mon père. Détruire Bernard ne réparerait rien. Ça ne ferait qu'ajouter de la douleur à la douleur. Mais comment est-ce qu'on fait la paix avec ça? Comment est-ce qu'on pardonne l'impardonnable? Je ne savais pas. Mais je savais que je devais trouver. Je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche, je me suis changé, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai appelé un psychologue. Le premier rendez-vous a été difficile. J'ai raconté toute l'histoire, depuis la découverte des lettres jusqu'à ma crise au bord de la route. Le psy m'a écouté sans m'interrompre. Thomas, vous êtes en plein deuil. Un double deuil même. Celui de votre père, que vous pensiez avoir fait il y a 20 ans, mais qui ressurgit aujourd'hui avec une violence inouïe. Et celui de l'image que vous aviez de votre famille, de votre oncle, de votre mère. Je veux juste savoir la vérité. Êtes-vous sûr que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que vous cherchez quelque chose d'autre? Une explication qui donnerait un sens à tout ça? Je ne sais pas. C'est normal de ne pas savoir. Mais avant de chercher la vérité sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, peut-être faudrait-il d'abord chercher la vérité sur ce que vous ressentez vraiment, vous, aujourd'hui. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Cette sensation d'être pris entre le désir de justice et le besoin de paix, entre la colère et le pardon. J'ai commencé une thérapie, 1 fois par semaine, puis 2. On a parlé de mon père, de mon enfance, de mon divorce, de mon sentiment d'échec. On a décortiqué ma relation avec Bernard, avec Julien, avec ma mère. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Ma quête de vérité n'était pas vraiment pour mon père. C'était pour moi. Pour me prouver que j'existais, que j'étais capable de mener quelque chose à bout. Pour combler le vide que je ressentais depuis des années. Mais ça ne marchait pas, parce qu'on ne comble pas un vide intérieur avec de la vengeance ou de la colère. On le comble avec du sens, avec des liens, avec de l'amour. 3 mois après la découverte des lettres, j'ai pris une décision. J'allais confronter Bernard une dernière fois. Pas pour l'accuser, pas pour obtenir des aveux, juste pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je suis retourné à Annecy. C'était un dimanche de juin, il faisait beau, le lac scintillait sous le soleil. Bernard jardinait, comme d'habitude. Quand il m'a vu, il a eu l'air surpris, presque inquiet. « Thomas. »« Salut Bernard, je peux te parler ?» On s'est assis sur la terrasse. J'ai pris une grande inspiration. Je suis venu te dire que j'arrête. J'arrête de chercher, j'arrête de creuser, j'arrête de vouloir prouver quoi que ce soit. Bernard a cligné des yeux, surpris. Pourquoi? Parce que ça me détruit, et que ça détruit ce qu'il reste de ma famille. Julien ne me parle plus, mes enfants me regardent bizarrement. Je suis en train de devenir quelqu'un que je n'aime pas. Je comprends. Mais je veux que tu saches une chose. Je sais ce qui s'est passé.
Pas tous les détails, mais l'essentiel. Je sais que papa a perdu ton argent. Je sais que tu l'as menacé. Je sais qu'il avait peur. Et je sais que 2 jours après, il était mort. Bernard n'a rien dit. Est-ce que tu as saboté sa voiture? Est-ce que tu l'as tué de tes propres mains? Je ne le saurai probablement jamais. Et j'ai décidé que je ne voulais plus le savoir. Thomas, non, laisse-moi finir. Ce que je veux, c'est que tu me regardes dans les yeux et que tu me dises une chose. Est-ce que tu regrettes? Silence. Long silence. Puis Bernard a levé les yeux vers moi. Tous les jours de ma vie, Thomas. Tous les jours. Des larmes coulaient sur ses joues. C'était la première fois que je voyais mon oncle pleurer. Tous les jours, j'y pense. A continué Bernard d'une voix brisée. Chaque matin en me réveillant, chaque soir en me couchant. Cette dispute, ces mots que j'ai prononcés, cette colère. Si je pouvais revenir en arrière, Thomas. Si je pouvais effacer cette soirée. Je l'ai regardé, cet homme de 72 ans qui pleurait devant moi. Plus l'oncle fort et protecteur de mon enfance. Juste un vieux homme rongé par la culpabilité. Raconte-moi vraiment ce qui s'est passé ce soir-là. Bernard a essuyé ses larmes, a pris une grande respiration. Marcel est arrivé chez moi vers 20h. Il pleuvait déjà. Il avait l'air d'un fou, les cheveux en désordre, les yeux hagards. Il m'a supplié de lui laisser du temps. 6 mois, 1 an, le temps qu'il se refasse. Il m'a promis qu'il me rembourserait jusqu'au dernier centime. Et toi? J'étais tellement en colère, Thomas. Tellement. Je lui ai dit qu'il était un menteur, un irresponsable, que je ne pouvais plus lui faire confiance, que j'allais tout raconter à Claire, tout révéler. Il m'a supplié de ne pas faire ça. Il disait que ta mère le quitterait, que ça détruirait la famille. Et là, j'ai dit quelque chose que je regrette chaque jour depuis. Quoi? Je lui ai dit, t'aurais dû y penser avant de foutre mon argent en l'air. Maintenant, tu vas assumer les conséquences. Et crois-moi, tu vas le regretter. C'est la dernière chose que je lui ai dite. Il est parti furieux. Il a claqué la porte. Je l'ai entendu démarrer sa voiture en trombe. Tu savais qu'il allait prendre la route dans cet état? Oui, et je ne l'ai pas retenu. J'aurais dû courir derrière lui, l'empêcher de conduire, lui dire qu'on trouverait une solution. Mais je l'ai laissé partir. Par orgueil, par colère. Sa voiture, les freins. Bernard m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais touché à sa voiture, Thomas. Jamais. Je te le jure. Je n'ai pas saboté ses freins. Je ne suis pas un assassin. Mais tu te sens responsable. Comment pourrais-je ne pas l'être? Il était désespéré, alcoolisé probablement, en colère. Il a pris la route de Grenoble sous la pluie. Il roulait trop vite et il est mort. Si je ne l'avais pas menacé, s'il n'était pas venu me voir ce soir-là, peut-être qu'il serait encore en vie. Peut-être, ou peut-être pas. Bernard a secoué la tête. Le plus dur, tu sais ce que c'est? C'est d'avoir continué à vivre après. D'avoir joué le rôle du bon oncle, de vous voir grandir, Julien et toi, de vous aider, de faire semblant que tout allait bien. Ta mère le savait. Elle savait que je me sentais coupable. On n'en a jamais parlé directement, mais elle savait. Pourquoi elle t'a laissé rester dans nos vies? Parce qu'elle pensait que c'était mieux pour vous, que vous aviez besoin d'une figure paternelle. Et puis, au fond, elle me pardonnait. Ou du moins, elle essayait. Claire était quelqu'un de bien, Thomas. Quelqu'un de profondément bon. Meilleur que moi, en tout cas. Nous sommes restés silencieux un long moment. Le soleil commençait à descendre sur le lac. C'était beau, paisible, trompeur. Et l'argent, ai-je finalement demandé. Les 50 000 euros, je les ai abandonnés. Quelques mois après la mort de Marcel, ta mère m'a proposé de me rembourser petit à petit. Elle voulait vendre l'appartement, prendre un crédit. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, que l'argent, je m'en foutais, que ça ne ramènerait pas Marcel. Donc tu as perdu 50 000 euros et tu n'as rien dit. C'était le prix de ma culpabilité. J'ai réfléchi. Est-ce que je le croyais? Est-ce que cette version des faits était la vérité?
Ou est-ce qu'il avait vraiment saboté la voiture et qu'il mentait pour se protéger? Au fond, je ne le saurais jamais. Pas avec certitude. Il n'y avait que Bernard qui connaissait toute la vérité. Et peut-être même lui ne savait plus vraiment ce qui s'était passé, après 20 ans de culpabilité, de regrets, de mensonges à soi-même. « Thomas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant » m'a-t-il demandé. « Je vais rentrer chez moi, je vais appeler Julien, je vais me réconcilier avec mon frère. Je vais essayer de reconstruire ma vie. » Et moi? Toi? Je ne sais pas, Bernard. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Même si tu n'as pas directement tué mon père, tu as ta part de responsabilité. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Je comprends. Mais je ne vais pas te détruire non plus. Je ne vais pas aller voir la police, je ne vais pas raconter cette histoire à tout le monde. Pas pour te protéger, mais pour protéger ce qu'il reste de ma famille. Bernard a hoché la tête. Merci. Ne me remercie pas. On ne se reverra probablement plus. Je ne veux plus faire partie de ta vie. Et je ne veux plus que tu fasses partie de la mienne. Je me suis levé. Bernard est resté assis, le regard perdu vers le lac. Thomas, juste une dernière chose. Oui? Ton père, malgré tout, c'était quelqu'un de bien. Ne l'oublie jamais. Il a fait des erreurs, de grosses erreurs. Mais il vous aimait. Toi, Julien, votre mère. Il vous aimait plus que tout. J'ai quitté Annecy. Sur la route du retour, j'ai pleuré. Pas de rage cette fois, juste de tristesse. Pour mon père qui avait gâché sa vie en courant après de l'argent. Pour ma mère qui avait porté ce secret toute sa vie. Pour Bernard qui se réveillait chaque matin avec ce poids sur la conscience. Et pour moi, qui venait de comprendre que la vérité n'apporte pas toujours la paix. Le lendemain, j'ai appelé Julien. Il a décroché après 4 sonneries. Quoi? Je voulais m'excuser. Silence. T'excuser de quoi? D'avoir été obsédé par cette histoire. D'avoir failli détruire ce qu'il nous reste de famille. Tu avais raison. Il faut laisser les morts enterrés. Tu vas arrêter tes recherches? Je suis allé. On choisit entre être consumé par le passé ou construire un avenir. J'ai choisi l'avenir. Ou du moins, j'ai essayé. J'ai recommencé à voir mes enfants plus régulièrement. Léa, 12 ans, et Antoine, 9 ans. Ils avaient senti que quelque chose n'allait pas ces derniers mois. Je leur ai parlé. Pas de toute l'histoire, ils étaient trop jeunes. Mais je leur ai dit que j'avais découvert des choses sur mon père, leur grand-père qu'ils n'avaient jamais connu, et que ça m'avait bouleversé. Mais que maintenant, ça allait mieux. « Papa, est-ce que grand-père Marcel était gentil ?» m'a demandé Léa un jour. « Oui, il était gentil. Mais il a fait des erreurs, comme tout le monde. »« Comme toi ?»« Oui, comme moi. »« Mais on t'aime quand même. » Ces mots m'ont fendu le cœur, dans le bon sens. Au travail, j'ai recommencé à être présent, à faire attention. Mon chef a remarqué l'amélioration. « Content de te revoir parmi nous, Thomas. »« Merci. Désolé pour ces derniers mois. »« T'en fais pas, on a tous nos moments difficiles. » Un soir, 6 mois après ma dernière visite chez Bernard, j'ai reçu un coup de fil. Un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Monsieur Bertrand? C'est Maître Lacroix, notaire à Annecy. Je vous appelle au sujet de Monsieur Bernard Rousseau. » Mon cœur s'est serré. « Il est mort? » « Oui, il y a 3 jours. Crise cardiaque. C'est arrivé très vite. » « Oh. Il a laissé un testament. Vous êtes mentionné dedans, ainsi que votre frère. » Qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait que vous passiez à l'étude, mais en résumé, il vous lègue sa maison d'Annecy, à partager avec votre frère. Et il y a une lettre pour vous. J'ai raccroché, sous le choc. Bernard était mort. Mon oncle, mon ennemi, mon bourreau, mon... Quoi, au fond? Julien et moi sommes allés à Annecy la semaine suivante. L'enterrement était simple. Quelques amis, des voisins, pas grand monde. Bernard n'avait jamais eu d'enfant, jamais refait sa vie après le décès de sa femme 20 ans plus tôt. Après la cérémonie, nous sommes allés chez le notaire. Il nous a remis la lettre. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. L'écriture de Bernard
un peu tremblante elle aussi. Thomas, Julien, si vous lisez ces mots, c'est que je suis mort. J'espère que ma mort aura été rapide et sans souffrance, même si je ne mérite probablement pas cette grâce. Je vous lègue ma maison. C'est peu, comparé à ce que je vous ai pris, mais c'est tout ce que j'ai. Faites-en ce que vous voulez. Vendez-la, gardez-la, peu importe. Thomas, je sais que tu doutes encore. Tu te demandes si j'ai vraiment saboté la voiture de ton père. Je vais te dire la vérité. La vraie vérité. Celle que je n'ai jamais osé dire à personne. Ce soir-là, après le départ de Marcel, je suis sorti. J'ai pris ma voiture et je l'ai suivi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour m'excuser, peut-être pour continuer à l'engueuler. J'ai suivi jusqu'à la route de Grenoble. Je roulais derrière lui, à distance. Il conduisait vite, trop vite. Et puis dans le virage, j'ai vu ses feux de freinage s'allumer. Une fois, 2 fois, mais la voiture ne ralentissait pas. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. Ses freins avaient lâché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une défaillance mécanique, peut-être qu'il avait négligé l'entretien de sa voiture, comme il négligeait tellement de choses dans sa vie. J'ai vu la voiture partir dans le décor, le choc contre le platane, et je me suis arrêté. Je suis descendu, je me suis approché de l'épave. Marcel était mort. Je voyais bien, même dans le noir. Et là, j'ai fait le choix le plus lâche de ma vie. Je suis remonté dans ma voiture, et je suis parti. Je n'ai pas appelé les secours, je n'ai pas essayé de le sortir de là. J'ai fui, comme un lâche. Quelqu'un d'autre a appelé la police une demi-heure plus tard. Peut-être que Marcel était déjà mort à ce moment-là, ou peut-être qu'il aurait pu être sauvé si j'avais agi. Je ne le saurai jamais. Alors voilà, Thomas, je n'ai pas saboté la voiture de ton père, mais je l'ai laissé mourir. Et ça revient au même. J'ai porté ce secret pendant 20 ans. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Sinon, sachez au moins que je vous ai aimé comme mes propres fils. Bernard. J'ai relu la lettre 3 fois. Julien l'a lue par-dessus mon épaule. Quand il a fini, il était livide. Putain de merde. On est sorti du cabinet du notaire sans un mot. On a marché jusqu'au lac. On s'est assis sur un banc face à l'eau. Il l'a laissé mourir, a dit Julien d'une voix blanche. Oui. Thomas, tu avais raison. Bordel, tu avais raison depuis le début. Non, j'avais tort. Je pensais qu'il avait saboté la voiture. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Mais il aurait pu le sauver. Peut-être, on ne le saura jamais. Julien enfouit son visage dans ses mains. Merde, tout ce temps, toutes ces années, et maman qui savait, enfin, qui soupçonnait. Maman voulait nous protéger. Nous protéger de quoi? De la vérité? De la douleur. Elle pensait que c'était mieux comme ça. Elle avait tort. Peut-être. On est resté là un long moment, sans parler. Le soleil se couchait sur le lac, exactement comme le jour où j'étais venu confronter Bernard pour la dernière fois. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a demandé Julien. On rentre chez nous. On continue à vivre. On essaie d'être de meilleurs pères que les nôtres ne l'ont été. C'est tout? C'est déjà beaucoup. Julien a hoché la tête. La maison, on la vend? Oui. Et on donne l'argent à une association. Une qui aide les gens en difficulté financière. Papa aurait aimé ça, je crois. Ouais, bonne idée. On a vendu la maison de Bernard 3 mois plus tard. 400 000 €. On a tout donné au secours catholique. Pas pour nous racheter. Pas pour effacer quoi que ce soit. Juste parce que c'était ce qui nous semblait juste. 1 an après la mort de Bernard, j'ai retrouvé un semblant d'équilibre. La thérapie m'avait aidé, bien sûr, mais c'était surtout le temps qui avait fait son œuvre. Le temps et la décision consciente de ne plus laisser le passé dévorer mon présent. Julien et moi, on s'était rapprochés. Pas comme avant, on ne redevient jamais vraiment comme avant après ce genre d'épreuve, mais différemment. Plus authentique, peut-être. On se voyait régulièrement, nos familles passaient des week-ends ensemble. On parlait de papa parfois, de maman aussi, sans tabou, sans faux semblant. Tu sais ce qui me fait le plus chier?
m'a dit Julien un dimanche, pendant qu'on regardait nos enfants jouer au foot dans le jardin. C'est de réaliser que papa était juste un type normal. Pas un héros, pas un salaud. Juste un mec qui a fait des conneries et qui en a payé le prix. On est tous comme ça, non? Ouais. Mais quand t'es gamin, tu veux pas que tes parents soient normaux. Tu veux qu'ils soient parfaits. Et quand tu deviens parent toi-même, tu réalises que personne ne l'est. On a trinqué. Du vin rouge, un Côte-du-Rhône pas cher qu'on avait acheté au supermarché. Papa aurait aimé. Il n'était pas du genre grand cru. Juste un type simple qui aimait le bon vin et les bons moments. Sandrine, mon ex, avait remarqué le changement en moi. « Tu vas mieux », m'avait-elle dit un jour en venant chercher les enfants. Oui, je pense que oui. Tant mieux. Les enfants ont besoin d'un père présent, pas d'un fantôme. Elle avait raison. J'avais été un fantôme pendant des mois, obsédé par les morts au point d'oublier les vivants. Au travail aussi, les choses s'étaient améliorées. J'avais même eu une promotion. Pas énorme, mais symbolique. Responsable d'équipe. 3 personnes sous ma direction. Des responsabilités, de la confiance. « T'as l'air d'avoir retrouvé la pêche », m'avait dit mon chef. « Ça fait plaisir. » « Merci. J'ai traversé une période difficile, mais c'est derrière moi maintenant. » « Tant mieux. On a besoin de gens solides dans cette boîte. » Solide. Le mot m'avait fait sourire. Je n'étais pas sûr de l'être. Mais j'essayais. Un soir, 2 ans presque jour pour jour après la découverte des lettres, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis longtemps. Je suis retourné sur la route de Grenoble, au virage, là où mon père était mort. Cette fois, je n'étais pas venu pour hurler ou pour pleurer. J'étais venu pour dire au revoir. J'ai apporté des fleurs, des tulipes jaunes, les préférées de maman. Je les ai posées au pied du platane. L'arbre était toujours là, impassible, témoin silencieux d'une tragédie vieille de 22 ans. « Salut, papa », ai-je dit à voix haute. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Enfin, que je t'ai pas parlé. Je sais pas si tu m'entends, là où tu es. Si tant est qu'il y ait quelque part. Mais bon, au cas où. » Le vent soufflait doucement dans les arbres. On était en novembre, comme ce jour de 2003. Mais il ne pleuvait pas. Le ciel était clair, presque bleu. Je sais ce qui s'est passé maintenant. Je sais pour Marseille, pour l'argent, pour Bernard. Je sais que t'as merdé. Grave. Mais je sais aussi que t'étais pas un mauvais type. Juste un type qui a fait de mauvais choix. J'ai marqué une pause. C'était bizarre de parler tout seul au bord d'une route, mais tant pis. Pendant longtemps, j'en ai voulu à Bernard. Je voulais le faire payer, le détruire. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Que la vengeance, ça répare rien. Que ça fait juste plus de mal. Un camion est passé, dans un grondement de moteur. Puis le silence est revenu. Bernard est mort il y a 1 an. Je sais pas si t'es au courant, là-haut. Il t'a laissé une lettre. Il a dit qu'il t'avait suivi ce soir-là, qu'il avait vu l'accident et qu'il t'avait laissé crever comme un lâche. Ma voix s'est brisée. Pendant des mois, j'ai pas su quoi faire de cette info. J'étais en colère, tellement en colère. Mais petit à petit, j'ai compris que Bernard aussi l'a payé. Pendant 20 ans, il a vécu avec ça. Et finalement, c'est peut-être pire que la prison. J'ai respiré profondément. Ce que je voulais te dire, papa, c'est que je te pardonne. Pour les mensonges, pour l'argent, pour avoir foutu la merde. T'étais pas parfait, mais t'étais mon père. Et je t'aimais. Je t'aime encore. Les larmes coulaient sur mes joues, mais c'était pas grave. Il y avait personne pour me voir. Et je voulais te dire aussi que je vais essayer de faire mieux que toi, d'être là pour mes enfants, d'être honnête, de pas courir après des chimères, de vivre, tout simplement. C'est ce que t'aurais voulu, non? Le vent a soufflé plus fort, faisant bruisser les feuilles mortes autour de moi. J'ai choisi d'y voir un signe. Papa qui me disait oui. Ou peut-être juste le vent. Peu importe. Repose en paix, papa. Vraiment. Moi, je vais continuer à vivre. Pour moi, pour les enfants, pour maman aussi.
Je vais essayer d'être heureux. Parce que c'est ça, finalement, la meilleure façon de vous honorer, toi et maman. Je suis remonté dans ma voiture. Sur la route du retour vers Lyon, j'ai mis la radio. Une vieille chanson de Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire. Papa adorait Brassens. Il chantait ses chansons sous la douche, complètement faux, mais avec tellement d'enthousiasme que ça nous faisait rire, Julien et moi. J'ai souri. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis des mois. Quelques semaines plus tard, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai commencé à écrire. Pas un livre, juste un journal. Pour noter mes pensées, mes émotions, mes souvenirs, pour ne pas oublier, mais aussi pour évacuer. Le psy m'avait encouragé à le faire. Écrire, c'est thérapeutique. Ça permet de mettre de l'ordre dans le chaos. Il avait raison. Chaque soir, je prenais une demi-heure pour écrire. Sur papa, sur maman, sur Bernard, sur Sandrine, sur les enfants, sur moi-même aussi. Petit à petit, j'ai commencé à voir les choses différemment. L'histoire de mon père n'était pas juste une tragédie, c'était aussi une leçon. Sur les dangers de l'ambition démesurée, sur l'importance de l'honnêteté, sur le prix du mensonge. Et l'histoire de Bernard, c'était une leçon aussi. Sur la culpabilité, sur le poids des secrets, sur l'impossibilité de fuir ses actes. Un jour, Léa, ma fille, a trouvé mon journal. « Papa, c'est quoi ça ?»« C'est mon journal intime, ma puce. »« Tu parles de quoi dedans ?»« De la vie, de vous, de grand-père Marcel que vous n'avez jamais connu. »« Je peux le lire ?»« Pas maintenant. Peut-être quand tu seras plus grande. »« Pourquoi ?»« Parce que c'est des histoires d'adultes, compliquées. »« Grand-père Marcel, c'était quelqu'un de bien ?»« Oui, enfin, il essayait, comme nous tous. » Elle a réfléchi un moment. « Papa, est-ce que toi aussi tu vas mourir un jour ?» La question m'a pris au dépourvu. « Oui, ma puce. Tout le monde meurt un jour. »« Et tu vas me laisser toute seule ?»« Je serai là encore très longtemps, ne t'inquiète pas. Et même quand je ne serai plus là, tu te souviendras de moi, comme moi je me souviens de mon papa. Tu penses souvent à lui ? Tous les jours. Ça te rend triste ? Parfois, mais pas tout le temps. Parfois ça me rend heureux aussi, parce que je me rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. » Elle m'a serré dans ses bras. « Moi je veux que tu restes toujours, papa. » Je ferai de mon mieux, ma puce. Cette conversation m'a marqué. Elle m'a fait réaliser que le temps passe, que la vie continue, et qu'un jour, mes enfants auront peut-être à gérer mes propres erreurs, mes propres secrets. Alors autant essayer de ne pas en laisser trop. J'ai décidé d'être transparent avec eux. Pas tout de suite, ils étaient encore trop jeunes. Mais plus tard, quand ils seraient adolescents, adultes, je leur raconterai l'histoire de leur grand-père. Sans enjoliver, sans dramatiser non plus. Juste la vérité. 3 ans après la découverte des lettres, j'ai rencontré quelqu'un. Isabelle. Une collègue de travail, divorcée elle aussi, 2 enfants. On a commencé à se voir. Rien de précipité. Juste des cafés, des déjeuners, des balades. « T'es quelqu'un de bien, Thomas », m'a-t-elle dit un jour. « Mais j'ai l'impression que t'as vécu des trucs difficiles. » C'est le cas. Mais c'est derrière moi maintenant. Tu veux en parler ? Je lui ai raconté. Toute l'histoire. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Putain, quelle histoire. Ouais. Et t'as réussi à pardonner ? À passer à autre chose ? J'essaie, tous les jours. C'est courageux ? Non, c'est juste nécessaire, pour survivre. Isabelle et moi, on est toujours ensemble aujourd'hui. On a emménagé ensemble il y a 6 mois. Nos 4 enfants cohabitent plus ou moins bien. C'est pas toujours simple, les familles recomposées. Mais on avance. Julien a rencontré Isabelle plusieurs fois. Il l'aime bien. Elle te fait du bien, m'a-t-il dit. Je te sens plus léger. C'est vrai, je suis plus léger. Papa serait content pour toi. Tu crois ?
Ouais, malgré tout, il voulait notre bonheur. Et Bernard? Julien a haussé les épaules. Bernard, il peut aller se faire foutre, même mort. On a ri. Un rire un peu amer, mais un rire quand même. Aujourd'hui, quand je repense à toute cette histoire, je me dis que j'ai fait le bon choix. Entre la vengeance et la paix, j'ai choisi la paix. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était la seule façon de continuer à vivre. Mon père est mort il y a 24 ans maintenant. Bernard est mort il y a 3 ans. Ma mère, il y a 5 ans. Ils sont tous partis. Il ne reste que nous, les vivants. Julien, moi, nos enfants, nos nouvelles vies. Est-ce que justice a été faite? Je ne sais pas. Bernard n'a jamais été jugé. Il n'a jamais payé pour son acte, ou son absence d'acte, selon comment on voit les choses. Mais il a porté sa culpabilité jusqu'à la fin. Et peut-être que c'est une forme de justice aussi. Quant à mon père, il a fait de mauvais choix qui l'ont mené à sa perte. Mais il nous aimait. De ça, je suis certain. Et c'est ce que je choisis de retenir. Vous savez, chers auditeurs, la vie nous met parfois face à des choix impossibles. Vengeance ou pardon. Colère ou paix. Passé ou futur. On voudrait que ce soit simple, que le bien et le mal soient clairement définis. Mais la réalité, c'est que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. On fait tous des erreurs. On fait tous souffrir les gens qu'on aime, parfois sans le vouloir. La question, ce n'est pas de savoir si on va tomber. On va tomber, c'est sûr. La question, c'est de savoir si on va se relever. Et comment. Moi, j'ai choisi de me relever. J'ai choisi de pardonner, même si ça me fait encore mal parfois. J'ai choisi de vivre plutôt que de rester prisonnier de la colère et du ressentiment. Est-ce que c'est la bonne décision? Je ne sais pas. Demandez-moi dans 10 ans, peut-être que j'aurai changé d'avis. Mais pour l'instant, c'est celle qui me permet de dormir la nuit, de regarder mes enfants dans les yeux, de me regarder moi-même dans le miroir. Mon père m'a appris, malgré lui, que l'argent ne fait pas le bonheur, que les raccourcis se paient toujours cash, que l'honnêteté vaut mieux que tous les coups fumeux du monde. Bernard m'a appris que la culpabilité est une prison, que certains actes nous définissent pour toujours, que le silence peut être aussi destructeur que la violence. Et ma mère m'a appris que l'amour, parfois, c'est protéger ceux qu'on aime de la vérité, même si cette vérité finit toujours par ressortir. Aujourd'hui, je vis ma vie. Je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, mais j'essaie d'être présent pour mes enfants, d'être honnête avec Isabelle, d'être un bon frère pour Julien, d'être simplement un homme bien, ou du moins, d'essayer. Parce que finalement, on ne peut faire que ça. Essayer. Faire de son mieux avec les cartes qu'on a en main. Ne pas se laisser définir par le passé, mais apprendre de lui. La mort de mon père n'était peut-être pas un accident. Peut-être que Bernard l'a tué, d'une façon ou d'une autre. Ou peut-être que papa s'est tué lui-même, emporté par le désespoir et la honte. Je ne saurai jamais avec certitude. Et j'ai décidé que c'était OK. Parce que connaître la vérité, ce n'est pas toujours connaître la paix. Parfois, la paix, c'est accepter de ne pas savoir. C'est accepter que certaines questions n'auront jamais de réponse. Et continuer à vivre quand même. Voilà mon histoire, chers auditeurs. Une histoire de secrets, de mensonges, de mort. Mais aussi d'amour, de pardon, de reconstruction. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous êtes face à un choix impossible entre la vengeance et la paix, je ne peux pas vous dire quoi faire. Chacun doit trouver son propre chemin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la haine ne guérit rien, qu'elle vous consume de l'intérieur, et qu'à la fin, les seuls perdants, c'est vous-même. Alors choisissez la vie, choisissez le pardon si vous le pouvez. Pas pour les autres, pour vous. Parce que vous méritez d'être heureux. Parce que la vie est trop courte pour la gâcher dans la colère. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai courage. Pas la vengeance, mais la capacité à lâcher prise, à pardonner et à avancer. 20 ans après la mort de mon père, j'ai appris la vérité.
et j'ai choisi la paix. C'était le bon choix, j'en suis certain. Enfin, presque.